Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 40 de Parlons Constitution. On continue à parler du pouvoir judiciaire et on va se demander aujourd'hui qui doit disposer ce pouvoir judiciaire. Mais avant toute chose, quelques petits rappels évidemment, des rappels de l'épisode précédent, les rôles du pouvoir judiciaire qu'on avait vu dans l'épisode 39. Le pouvoir judiciaire doit faire appliquer la loi, c'est un de ses rôles. Il sanctionne son non-respect, donc par des peines de prison par exemple. Il résout les conflits, tranche les litiges en tant qu'arbitre, comme lorsqu'il y a un divorce par exemple. Aussi, il protège les plus fragiles, les plus vulnérables. Et il maintient la paix sociale, la société, parce que si le droit n'est pas respecté, s'il n'y a pas de juge pour le faire respecter, la société se délite. Autre rappel qui revient de bien plus loin, les épisodes 7 et 8 sur la séparation des pouvoirs, qu'on avait déjà rappelé dans l'épisode précédent, la séparation des pouvoirs. Pourquoi ? Pour éviter les abus de pouvoir. C'est important, il faut éviter le plus possible les abus de pouvoir. Abus de pouvoir du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, mais aussi des juges, avec le risque du gouvernement des juges. Donc si on reprend les trois pouvoirs, corps judiciaire, assemblée législative et corps des magistrats, qu'est-ce qu'on a ? On a, dans le cas du gouvernement des juges, un juge qui interprète la loi, et en l'interprétant fait la loi par sa jurisprudence. Est-ce qu'elle soit appliquée ou non de la loi ? C'est en quelque sorte un accaparement du pouvoir législatif par le pouvoir judiciaire. C'est un risque qui est plus théorique que pratique, qui s'est pas vraiment vu au cours de l'histoire, bien sûr, ce risque de gouvernement des juges, mais c'est un risque théorique, conceptuel, qu'il faut envisager quand même pour bien comprendre ce que c'est que la séparation des pouvoirs et pourquoi il faut éviter les abus de pouvoir. Dans ce cadre-là, quand il y a le corps judiciaire qui interprète la loi et fait la jurisprudence, que fait l'Assemblée législative ? Eh bien, elle vote quand même des lois, mais en réalité, tout ce qu'elle fait, c'est discuter de la jurisprudence et essayer vite fait de faire des lois, mais bon, de toute façon, le corps judiciaire va ensuite l'interpréter de la manière qu'il souhaite et donner son sens à la loi qui doit être appliquée, et donc le pouvoir législatif n'est plus vraiment aux mains de l'Assemblée législative. Le corps des magistrats, lui, ne fait exécuter conformément non pas à la loi votée par l'Assemblée législative, mais décidée par la jurisprudence du corps judiciaire. Maintenant qu'on a vu ces rappels, on va pouvoir entrer pleinement dans cet épisode. Qui doit disposer du pouvoir judiciaire ? Est-ce qu'il faut les désigner par une nomination, une élection, un tirage au sort ou un concours, ou même autre chose ? Alors d'abord revenons sur quelques points d'histoire. La réponse n'a pas été si évidente. On peut pas dire qu'au cours de l'histoire, il y a toujours eu des nominations, toujours eu des élections de juges, ou des tirages au sort, ou des concours. Non. Il y a eu différents avis au cours de l'histoire, différentes choses, différents modes de désignation des juges qui ont été mis en pratique. En Athènes antique, c'est-à-dire en Grèce antique, vous avez normalement vu dans vos cours d'histoire Athènes, démocratie, etc. Et donc, s'il y avait démocratie athénienne, la démocratie fait en sorte que le tirage au sort soit l'un des modes de désignation principal des puissants, en plus de l'agora bien sûr, où viennent discuter les citoyens pour voter les lois. Et donc, concernant le pouvoir judiciaire, dans l'Athènes antique, c'était le tirage au sort de l'ailier qui est le pouvoir judiciaire, et donc le tirage au sort des membres de l'ailier parmi les citoyens athéniens. Donc à Athènes, dans l'Antiquité, c'était le tirage au sort. Passons un peu plus loin dans le temps, en France, durant l'Ancien Régime. Durant l'Ancien Régime, c'était l'hérédité qui était la règle. L'hérédité des offices, et donc des offices de juges aussi. Les juges héritaient de leurs fonctions. Ils pouvaient aussi acheter des titres, acheter des offices, ou les revendre, c'est-à-dire qu'on n'était pas juge à vie forcément, par hérédité, on pouvait aussi l'acheter, cet office, on pouvait aussi devenir juge en achetant le pouvoir, l'office à quelqu'un, à un juge. Pendant la Révolution française, ça a été abandonné, tous ces privilèges, et on le verra juste après. Mais Montesquieu, déjà avant la Révolution, voulait un jugement par les pairs. Il ne voulait pas d'hérédité, mais il voulait un jugement par les pairs. C'est-à-dire, les nobles jugent les nobles. Le tiers-état juge le tiers-état, etc., etc. Ça n'a pas été retenu pourtant à la Révolution française, puisqu'on a décidé, durant la Révolution française, que ce serait l'élection au suffrage universel des juges. Les juges, pendant la Révolution française de 1790 à 1800, les juges étaient élus par le peuple. Mais en 1800, Napoléon a enlevé cette élection des juges au suffrage universel, et on n'en a plus vraiment reparlé
En France contemporaine maintenant, donc de nos jours, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un concours, essentiellement. Les juges deviennent juges parce qu'ils remplissent des compétences, ils ont des capacités, et en passant des concours pour devenir juges, ils vont pouvoir accéder à leur poste. Aussi, ils sont nommés pour les plus hauts postes, notamment à la Cour de cassation, par un organe indépendant, enfin plus ou moins indépendant, le Conseil de la magistrature, qui va surtout donner des avis, et le président de la République, ou le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, ça dépend des cas. Je vous invite à vous renseigner si vous voulez plus de détails sur ce qui se passe actuellement, mais en tout cas, la norme c'est le concours et les nominations. On a par contre une chose exceptionnelle, c'est le tirage au sort, et aujourd'hui ça ne concerne plus que les jurés d'assises en France. Donc on a quand même du tirage au sort, mais c'est pour les jurés d'assises. Les jurés d'assises, c'est pour les cours d'assises qui vont juger des crimes, par exemple pour les meurtres. Mais le cas français n'est pas la règle dans notre monde contemporain. Prenons un autre exemple, on va pas prendre un pays qui est très très différent de la France en soi, on va prendre les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, pour eux, c'est un État fédéral, il y a un État fédéral et des États fédérés. Au niveau fédéral, les juges fédéraux sont nommés par le président, avec une approbation du Sénat. Donc la règle au niveau fédéral, c'est la nomination. Mais vous allez voir, c'est plus étonnant, au niveau des États fédérés, on a surtout, ça dépend des États fédérés bien sûr, mais on a surtout des élections. Les juges sont, dans la plupart des cas, élus aux États-Unis, au niveau des États fédérés, et donc par les citoyens de ces États. Mais dans certains États, c'est le gouverneur qui va nommer les juges. Donc on va pas faire toutes les possibilités dans l'histoire, toutes les possibilités dans les pays, il y en a plein, il y en a beaucoup, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que la réponse n'est pas si évidente que ça. Il y a différents avis au cours de l'histoire, il y a eu différentes mises en pratique de la nomination, de l'élection, du tirage au sort, des concours, même de l'hérédité pour la désignation des juges, pour qui doit disposer du pouvoir judiciaire. Passons maintenant aux arguments. Il y a différents avantages, différents inconvénients qu'on peut voir dans ce tableau pour les différents modes de désignation des juges, que ce soit nomination, élection, tirage au sort ou concours hérédité. Alors on va d'abord voir, on va faire colonne par colonne, on va commencer par la nomination. Les avantages de la nomination, c'est bien évidemment la rapidité. Quand on nomme quelqu'un, on peut aller très vite, il suffit de désigner la personne. Si c'est une personne qui nomme, par exemple un président qui nomme les juges, alors il prend la liste des juges, des candidats. Ça dépend comment c'est fait, s'il y a un conseil de la magistrature comme en France qui vient donner des propositions, ou si c'est lui qui choisit comme il veut. Bref, c'est plus rapide en tout cas, la nomination. Ça permet aussi une cohésion entre les pouvoirs, évidemment, puisque le pouvoir exécutif qui nomme, ou le pouvoir législatif qui nomme, va choisir des juges qui sont plus enclins à aller dans son sens, à interpréter la loi dans son sens, et à suivre la philosophie, la politique voulue par le pouvoir exécutif, par le pouvoir législatif, en tout cas par la personne qui nomme. Également, la nomination permet de faire un choix des juges selon la compétence des juges. Ça dépend évidemment de qui va nommer, ça dépend de sur quels critères les juges vont être nommés, mais ça permet cette compétence. La nomination permet également une légitimité technocratique. C'est ce rapport à la technique, à la compétence, la nomination, selon des compétences, fait en sorte qu'il y a une légitimité technocratique. Mais la nomination a des inconvénients. Il y a un risque de faible indépendance pour les juges, puisque s'ils sont nommés, ils vont être redevables envers les personnes qui les nomment. Également, il y a un faible consentement de la part de la population, et un risque de favoritisme. En effet, si un président souhaite nommer un membre de sa famille, il peut le faire. Sauf s'il y a des conditions et qu'il y a un conseil qui vient tempérer en donnant des propositions, mais en tout cas il y a un risque de favoritisme et c'est normal puisqu'il y a un choix qui est opéré par une personne ou quelques personnes pour nommer les juges. Passons maintenant à l'élection. Quels sont les avantages de l'élection des juges? L'élection est démocratique ou aristocratique, ça dépend de comment est-ce qu'on voit la chose. Pour moi c'est plus aristocratique que démocratique, mais bref, peu importe. Il y a une sélection des meilleurs dans l'élection, c'est le principe de l'élection. L'élection vient sélectionner les meilleurs, ceux qui plaisent le plus à l'électorat. Ça se rapproche un peu de la nomination là-dessus. Mais cette sélection des meilleurs est aussi plus ou moins représentatif. Puisqu'on a une élection de différents juges et qu'ils sont plusieurs, on peut avoir une représentation des différentes théories politiques, juridiques, ou des aspirations, voilà, des goûts, par exemple, pour une justice plutôt répressive, ou une justice plutôt restauratrice. Bref,
ça peut transparaître via cette élection, on peut avoir une représentativité de la population, en tout cas de l'électorat, ça dépend quel est l'électorat. Ça permet aussi de responsabiliser les juges, qui vont devoir, sauf s'ils sont élus à vie, bien sûr, mais s'ils ne sont pas élus à vie, ils vont être redevables, responsables, devant qui? Devant leurs électeurs. Mais l'élection est longue, l'élection a un coût, surtout s'il y a beaucoup de juges, il faut faire des élections fréquentes, il faut renouveler ce vivier de juges, c'est important, si on n'a pas assez de juges, on ne peut pas juger en temps suffisant, et c'est aussi clivant. C'est un problème. Si la justice doit être neutre, par exemple, et qu'il y a des clivages pour l'élection des juges, comment faire confiance à un juge qui n'a pas eu notre voix? Imaginez, vous votez pour des juges qui sont plutôt pour une justice restauratrice. Mais vous avez des élections, et c'est les juges qui sont pour une justice vraiment forte, répressive, qui l'emportent. Vous avez moins confiance en la justice pour ce qui est de la tolérance de vos actes. Par exemple, si vous êtes malheureusement souffrant d'alcoolisme, addict à quelque chose et que vous avez commis une erreur grave à cause de ce souci, vous allez plutôt être jugé négativement, avoir de la répression à votre encontre plutôt que de l'accompagnement et de l'aide pour passer au-delà de cette addiction. Bon, c'est un exemple un peu simple, mais ça peut aller plus loin si les élections sont basées sur des critères politiques. Imaginons que ce sont des partis qui se présentent aux élections des juges. C'est encore plus clivant, et en fonction du juge qui va nous juger, on aura plus ou moins confiance, on consentira plus ou moins. Par exemple, vous avez voté pour un juge de droite, et c'est un juge de gauche qui va vous juger, vous n'allez pas être d'accord. Surtout s'il y a des juges de droite qui ont été élus aussi, mais qui ne sont pas présents qui n'ont pas été choisis pour votre procès. Bon, là, très clairement, vous comprenez que je ne suis pas favorable à l'élection des juges. Il y a un risque de populisme, il y a aussi un risque d'influence extérieure pour ces élections de juges. Passons maintenant au tirage au sort. Quels sont les avantages du tirage au sort des juges? Le tirage au sort réduit les risques de corruption, de favoritisme, puisqu'il n'y a pas de choix opéré par qui que ce soit, c'est juste le hasard qui va désigner les personnes, les juges. Cela garantit leur indépendance, ils ne sont redevables de personne, ni d'électeurs, ni de personnes qui les nommeraient. C'est représentatif, évidemment, le tirage au sort d'un grand nombre de personnes dans la population pour un grand nombre de juges va forcément par logique, plus on a de tirage dans une population, plus on a de chances d'être représentatif de cette population. C'est des statistiques de base. Est-ce que c'est plus démocratique? Sans doute oui, si on se base sur la définition de la démocratie selon les Athéniens, sur le monde antique de façon plus générale. Si on se base sur une définition moderne, le tirage au sort, c'est plus démocratique, non, pas plus que l'élection. Bref, ça c'est une autre question, ce n'est pas très important ici. Quels sont les inconvénients du tirage au sort? C'est l'absence de consentement. Comme il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de choix, c'est juste le pur hasard, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas forcément de confiance, il n'y a pas de confiance non plus parce qu'il y a moins de compétences qu'un juge qui aurait été désigné par concours, par exemple, même par nomination, et il n'y a pas de responsabilité des personnes tirées au sort. Aussi, ce manque de compétences peut conduire à des jugements aléatoires. J'entends par là que selon quel juge va juger, selon son niveau de compétence, son niveau de culture, il y aura des jugements qui seront plus ou moins bons, plus ou moins conformes à la loi, plus ou moins correctement faits, mais il y a peut-être des preuves qui vont être laissées de côté par des juges incompétents. Bref, vous n'êtes pas sûr d'être traité également devant la loi, devant le droit, devant la justice, à cause de cette hétérogénéité des juges. Le concours maintenant, passons au concours. Quels sont les avantages du concours? Le concours se fonde sur le mérite, sur la compétence. C'est aussi quelque chose de transparent puisqu'on sait ce qu'il y a dans le concours, on sait sur quoi est basé le concours. C'est objectif puisqu'on va mesurer réellement la compétence des juges. Ça permet aux juges d'être indépendants, ils ne sont pas là parce qu'ils ont été nommés, élus, ou parce qu'ils le doivent à leurs parents. Non, ils sont pleinement indépendants. Ils deviennent juges grâce à leurs compétences. C'est évidemment technocratique, c'est complètement technocratique, c'est seulement les techniciens, ceux qui ont des compétences, qui peuvent devenir juges. Il faut pour ça beaucoup d'années d'études, beaucoup d'expérience et une réussite au concours. Mais les concours ont un coût. Ils sont longs et coûteux. S'il n'y a pas assez de monde aussi qui souhaite devenir juge, pour qu'il y ait un nouveau vivier de juges, ça peut prendre du temps.
parce qu'il va falloir inciter des personnes à se former, à gagner de l'expérience et à passer les concours pour devenir juge. Aussi, ceux qui passent les concours vont baigner dans une même culture, proviennent peut-être même des mêmes classes sociales, ont des caractéristiques sociologiques qui peuvent être identiques ou proches. Cela peut générer un entre-soi. C'est-à-dire que les juges vont baigner dans la même culture, vont avoir les mêmes avis, vont former une espèce de caste, la caste du monde juridique, qui va être moins ouvert, disons, aux propositions, aux avis, aux visions aussi, tout simplement du monde et de la réalité, par d'autres types, d'autres branches, d'autres personnes, d'autres milieux professionnels, bref, ça peut créer un entre-soi. Aussi, pour les citoyens, ça donne l'impression que la justice est une machine, ça donne l'impression que la justice est froide, qu'elle ne fait qu'appliquer le droit, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. C'est pas car les juges sont juges par concours qu'ils ne vont pas interpréter le droit, qu'ils ne vont pas proportionner leurs décisions. Non, mais en tout cas, comme c'est par concours, c'est très froid un concours, hein. Ça fait pas appel aux émotions, c'est très logique, c'est ça qu'on entend par froid. Et donc ça fait très technocratique, ça donne l'impression d'une justice machine, d'une justice étatique, froide, qui ne va pas considérer les événements, qui va pas considérer les émotions, qui va pas considérer le contexte, et bon, même si ça permet une confiance dans la justice par la compétence, ça crée cette distance entre le peuple et les juges. Passons maintenant au dernier, à l'hérédité. L'hérédité a de nos jours peu d'avantages qui soient reconnus. La légitimité traditionnelle n'est plus vraiment reconnue dans le monde contemporain, en tout cas pas dans le monde occidental, c'est pas vraiment un avantage actuellement, en tout cas dans les valeurs portées par le monde occidental. La légitimité traditionnelle dans le monde contemporain est assez peu valorisée. Mais ça reste un avantage tout de même, dans beaucoup de pays, la tradition a encore une importance très forte, et l'hérédité a cet avantage-là, d'appuyer la compétence du juge par une tradition des familles de juges, par exemple. L'hérédité permet aussi d'avoir des juges qui soient éduqués pour le poste. S'ils héritent de leur fonction, évidemment leurs parents vont leur enseigner tout ce qu'il faut savoir pour exercer correctement leur fonction. Aussi, la transmission est peu coûteuse et en fait instantanée. Dès qu'il y a décès d'un juge ou qu'un juge part à la retraite, eh bien c'est son fils ou sa fille, son enfant en tout cas, qui va hériter du poste et devenir juge. Il y a donc aussi une continuité, puisqu'avec des familles de juges, les visions, les représentations du monde, la façon de juger va se transmettre de génération en génération. Par contre, il y a des inconvénients, notamment pour ces personnes, ces enfants de juges, qui vont avoir des destins contraints, ils seront obligés de devenir un juge, en tout cas, surtout s'il manque des juges. Aussi, le peuple ne consent pas, la population n'a pas du tout consenti à ce que ce soit ces personnes-là qui soient juges, et donc il peut y avoir un problème de consentement et de confiance envers ces héritiers juges. Aussi, comme il y a des familles, il peut y avoir un risque d'abus de pouvoir réellement de ses membres, puisque quand on est vraiment une oligarchie, là on pourrait très clairement parler d'oligarchie judiciaire avec cette hérédité, il peut y avoir des abus de pouvoir, des arrangements dans les couloirs, entre des familles qui se connaissent, voilà. Entre riches aussi, peut-être, parce que les juges peuvent être bien payés, si on assoit leurs compétences, leurs fonctions, leur légitimité sur la tradition et l'hérédité, ça peut créer des abus de pouvoir. Donc, qu'est-ce qui serait bien entre ces 5 ? Qu'est-ce qui est, selon moi, préférable ? Qui doit disposer du pouvoir judiciaire ? La meilleure option, selon moi, je ne m'éloigne pas trop, vous allez le voir, de ce qu'il y a actuellement en France. Pour moi, les juges doivent être des juges professionnels. Ils obtiennent leurs fonctions par concours parce qu'ils sont compétents. Et pourquoi ? Parce que on a besoin de juges indépendants pour qu'ils puissent être impartiaux. S'ils sont indépendants, ils ne vont pas être soumis à des avis extérieurs, à des pressions quelconques, et vont pouvoir appliquer le droit de façon impartiale sans prendre parti. C'est quelque chose d'important dans notre société pour l'égalité devant la justice, pour garantir à chacun un jugement qui soit égal, un jugement qui soit juste, en fait, tout simplement. Aussi pour avoir des juges compétents, car s'il y a des juges incompétents, ça peut conduire à un ralentissement du pouvoir judiciaire, des procès, et conduire à des jugements aléatoires, comme je l'ai dit précédemment, avec les juges tirés au sort.
Mais pour autant, ce n'est pas le seul mode de désignation qui est important selon moi. Il y a aussi la nomination officielle par un organe indépendant mixte pour les plus hauts postes. Car quand on arrive à des hauts niveaux, le concours devient plus difficile. Quand on arrive au niveau des juridictions supérieures, quand on arrive au niveau de Cour suprême, Cour de cassation, le Conseil d'État, voilà. Quand on arrive à ces niveaux-là, le concours ne suffit plus. Pour juger de la compétence, on a besoin de personnes qui vont juger directement par l'action qui a été menée par les juges. Ils vont regarder différents critères, et pour cela, le concours ne suffit pas. Il faut qu'il y ait nomination officielle par un organe indépendant mixte. Pourquoi un organe indépendant? Pour qu'il ne subisse pas de pression dans son choix des personnalités. Pourquoi un organe mixte? Parce que le choix des plus hauts postes nécessite des avis sur la personnalité des juges, sur leur position politique, notamment pour ce qui est du Conseil d'État, sur leurs compétences judiciaires. Évidemment, c'est pour ça que cette mixité serait sous cette forme-là. Un tiers des membres de cet organe indépendant mixte seraient des juges professionnels, viendraient du milieu judiciaire. Ça peut être des anciens juges, ça peut être des professionnels du droit ou des professeurs de droit. Bref, en tout cas, ou des avocats, ils doivent avoir démontré leurs compétences professionnelles, judiciaires et juridiques. Ensuite, comme je l'ai dit avant, un tiers politique. C'est important pour avoir des juges qui soient, disons, plus enclins à suivre le pouvoir législatif, à suivre ce que la loi a dit, à éviter qu'il y ait un gouvernement des juges. C'est important d'avoir une part de politique qui rentre là-dedans, mais pas trop pour éviter des problèmes de relations trop importantes entre les juges et d'abus de pouvoir et de manque d'indépendance. Et cette part politique est aussi importante pour le Conseil d'État qui a aussi des rôles de conseiller du pouvoir exécutif, principalement, comme on avait déjà vu dans les épisodes, ce pouvoir législatif, ce pouvoir exécutif, sur comment est-ce que les lois sont votées en France et comment est-ce que moi je pense qu'elles doivent être votées. En France, un tiers serait aussi populaire, évidemment, pour le consentement, pour la confiance en la justice. La population a le droit de décider, de participer à la décision des juges les plus éminents de la société. La partie populaire serait, pourquoi pas, tirée au sort dans la population, parmi les citoyens. Donc, comme on le voit, les juges sont avant tout des professionnels, mais il y a la nomination pour les plus hauts postes et une nomination officielle pour ceux qui passent le concours, pour les juges disons de plus bas niveau, mais c'est pas très gentil de dire comme ça, mais vous voyez l'idée. Pour les juges les moins importants, la nomination serait avant tout officielle, c'est-à-dire qu'ils passent le concours, l'organe indépendant va les nommer officiellement. Et pour les postes les plus hauts, il y a un choix qui va s'opérer, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un organe pleinement indépendant et mixte avec un tiers judiciaire, un tiers politique et un tiers populaire. Les juges professionnels sont la règle, mais pas partout. Il y a une exception que je garde, l'exception pour les cours d'assises. Pour les cours d'assises, actuellement, et je ne suis pas contre du tout, il y a un juré qui est tiré au sort en plus. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui vont être tirés au sort pour décider avec le juge des sanctions à appliquer ou de l'acquittement à appliquer à une affaire criminelle. Donc en cas faut le dire, en cas de viol, en cas de meurtre, pour les infractions les plus graves du droit, pour les atteintes aux libertés les plus graves également. Pourquoi ça? Pourquoi recourir à des jurés? Pourquoi recourir à des citoyens pour prendre ces décisions-là? Alors c'est pour le consentement populaire, puisque ce sont des décisions judiciaires très importantes qui concernent la vie d'individus, de citoyens, qui pourraient être mis en prison à perpétuité, qui pourraient subir des amendes extrêmement importantes. C'est pour qu'il y ait des regards différents que celui du juge pour juger de cas particuliers, personnels, fortement contextuels, fortement dépendants du contexte, des circonstances. Le juge est froid et le juge applique, bêtement le droit, même s'il l'interprète aussi, et avec un juré, il pourrait avoir des avis différents sur un crime qui a été commis, en prenant en considération des circonstances atténuantes ou aggravantes. Ça dépend de comment est composé le jury, il y a des différents arguments, et ça permet d'enrichir le débat pour ces peines qui peuvent être très lourdes. C'est aussi, bien sûr, pour qu'il y ait une plus grande confiance en la justice pour le jugement de ces infractions graves. Et donc, pour moi, c'est vraiment essentiel de garder le tirage au sort pour les jurés de cour d'assises.
Passons maintenant à la partie 2. On a vu qu'il doit disposer du pouvoir judiciaire, mais j'en avais parlé lors de l'épisode précédent. Actuellement, on parle d'autorité judiciaire. Pourquoi est-ce qu'on parle d'autorité judiciaire actuellement et pas de pouvoir judiciaire, et quelle est ma préférence? Qu'est-ce qui est pour moi le terme le plus approprié, ou celui que je préfère? Donc, autorité judiciaire ou pouvoir judiciaire. Pourquoi d'abord autorité judiciaire? Eh bien, ce serait parce que l'autorité judiciaire ne représente pas en soi le peuple français. C'est une autorité qui a bien sûr toute une force importante et qui vient dire le droit, mais ne représente pas le peuple français puisqu'il n'est pas élu, donc ce n'est pas un pouvoir à proprement parler comme le pouvoir exécutif ou les pouvoirs législatifs qui, eux, sont élus. Aussi, pourquoi autorité judiciaire? Car cette autorité est éloignée des contingences politiques. Il n'y a rien de politique dans le pouvoir judiciaire actuel, il n'y a pas de choix politique, tout est indépendant, ce sont des professionnels. En réalité, si, il y a un peu de choix politique, notamment pour l'ordre administratif, pour le parquet, bref, plusieurs choses, je vais pas détailler. Mais dans l'idée, c'est ça, une autorité judiciaire, car elle est éloignée des contingences politiques, elle est éloignée de tout ce qui est politique, politisé dans la société. C'est un droit qui est froid, c'est un droit qui s'applique, c'est une justice qui est impartiale et qui n'a pas à se mêler de politique. Je suis plutôt d'accord avec ça. Aussi, pourquoi autorité judiciaire? Car ce ne serait pas un réel pouvoir. Et là, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, donc autorité ou pouvoir, pour moi c'est plus pouvoir. En réalité, le choix du terme n'est pas essentiel, mais dire que c'est un pouvoir, à mon sens, c'est important. C'est important car ça le met à un rang plus ou moins égal avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et ça souligne son importance par rapport aux autres. L'idée d'autorité montre aussi qu'il y a de l'importance, évidemment, mais ce n'est pas la même importance que le pouvoir législatif et que le pouvoir exécutif. Donc pour moi c'est pouvoir car déjà les juges ont une réelle compétence, c'est important de le noter, mais surtout car ils ont un réel effet sur le droit et sur les justiciables, ils ont un réel pouvoir, notamment par l'interprétation qu'ils font de la loi, par leur jurisprudence. Même s'ils ne doivent pas devenir un pouvoir législatif, ils ont quand même un impact fort sur le droit, sur l'interprétation du droit, sur l'agencement du droit, sur la cohérence du droit. Et sur les justiciables, évidemment, en rendant leurs avis, ça peut avoir des effets sur le pouvoir législatif, sur les concitoyens, sur les entreprises, sur les administrations, puisque des juges vont intervenir sur tous ces aspects-là. Il y a des juges qui vont aussi condamner l'État, condamner des administrations à différentes peines, ou leur demander, en tout cas, d'avoir certaines actions, et je pense notamment à des actions climatiques, contre le réchauffement climatique. L'État français a déjà été condamné pour inaction climatique en France par un juge français, et je crois que c'était pas le Conseil d'État. Donc le pouvoir judiciaire peut avoir un réel impact sur le droit, et sur la politique du pays, sans pour autant devenir un pouvoir exécutif ou un pouvoir législatif. Mais il y a quand même un réel pouvoir qui est important pour la cohérence du droit, pour le respect des décisions qui étaient prises avant, pour la garantie d'un état de droit. On verra dans l'épisode prochain ce qu'est l'état de droit, mais je vais vous le dire maintenant, puisqu'on va en reparler un petit peu dans la suite de l'épisode. L'état de droit, pour faire très simple, c'est quand les pouvoirs politiques, quand les administrations sont soumises aux droits qu'ils créent. C'est-à-dire que si la loi interdit le favoritisme, la corruption, eh bien le pouvoir politique va devoir se soumettre aux droits. En d'autres termes, pour faire très simple, c'est que le droit s'applique à tout le monde dans un état de droit, y compris au pouvoir politique qui le vote. Les lois sur la transparence s'appliquent aussi au pouvoir politique. S'il y a une loi en matière de corruption, en matière fiscale, ça s'applique aussi au pouvoir politique. Le pouvoir politique n'est pas en dehors du droit, il n'est pas au-dessus du droit. Quand il vote des lois, il s'y conforme. Ce qui, évidemment, fait en sorte que l'arbitraire politique soit inexistant. L'arbitraire politique existe d'une certaine manière, mais plutôt par l'écriture de la loi. Une fois la loi votée, il y a respect de la loi, et le pouvoir politique n'agit pas de façon désordonnée, de façon discrétionnaire, comme il le veut, sans prendre en compte les lois votées, les arrêtés, la Constitution. Bref, le droit s'applique au pouvoir politique et administratif du pays. Enfin, pourquoi pouvoir? Puisqu'on n'a pas tout à fait fini, il reste une dernière raison qui est pour moi très importante, c'est que le pouvoir judiciaire représente la nation également. Représente pas le peuple français, c'est vrai, mais représente quand même la nation, dans sa volonté de conservation. C'est-à-dire le pays, qui est plus qu'un simple pays, un territoire, mais qui est une véritable nation, a une volonté de conservation, de continuer à faire nation, de continuer à rester un État et à faire nation ensemble,
Et le droit permet cela. Le pouvoir judiciaire permet cela. Le pouvoir judiciaire permet à la nation, représente la nation dans sa volonté de conservation, de rester nation, de rester entière. C'est aussi, d'une certaine manière, la partie du pouvoir étatique qui se charge de faire en sorte que la société reste société. Je renvoie ici à ce rôle de maintien de la paix sociale. Le pouvoir judiciaire est là pour que la nation reste nation. C'est un pouvoir de survie, de conservation. Voilà, ces mots-là, vous voyez l'idée, je pense. Si vous voyez pas l'idée, je clarifie une dernière fois. Le pouvoir judiciaire représente la nation dans sa volonté de conservation, de rester elle-même, c'est-à-dire dans sa volonté de ne pas changer. Pourquoi ? Car le pouvoir judiciaire est justement là pour que le droit passé, évidemment, le droit futur ne s'applique pas avant qu'il soit voté, c'est logique. Bref, pour que le droit passé, pour que les textes passés, pour que la loi s'applique et que les choses restent conformes à la loi. Pour ceux qui ont fait un peu de physique, on peut voir le droit d'une certaine manière comme un pouvoir qui est là pour freiner l'entropie d'une société, pour qu'elle ne change pas, pour qu'elle reste la même, pour que les lois continuent de s'appliquer, pour que ce ne soit pas le chaos dans la société, pour pas que la société se délite. Alors que le pouvoir législatif, lui, c'est tout le contraire. Le pouvoir législatif, c'est dans cette volonté de changement, d'évoluer, de s'adapter, puisque le pouvoir législatif vient faire de nouvelles lois, vient changer la loi. Le pouvoir judiciaire est là, on fait ça tout doucement, attention, pas ici, plutôt là, ok, il faut appliquer toujours la loi, si vous voulez changer ça, d'abord il faut changer la loi supérieure, il faut changer la constitution, bref, ce sont deux pouvoirs qui vont ensemble. D'une part, une volonté d'avancer, de continuer, de changer avec le pouvoir législatif, d'autre part, le pouvoir judiciaire qui se charge de faire en sorte que justement les choses ne changent pas, que les citoyens continuent d'appliquer le droit, que l'État reste tel qu'il est, que les choses soient bien rangées, bien droits, bien conformes. Et c'est important. Le pouvoir exécutif, lui, a un autre rôle. C'est un rôle plutôt d'entretien des relations, d'action immédiate, de survivance, d'administration. Mais bref, pour finir, le pouvoir judiciaire est un pouvoir réellement essentiel à la survie d'un État, à la survie d'une société. Sans droit et sans pouvoir pour le faire appliquer, la société ne dure pas dans le temps. La société se délite, se déconstruit, se déstructure, s'annihile presque. Elle ne tient plus. Donc, pouvoir judiciaire par des juges professionnels, nommés officiellement par un organe indépendant mixte, et on a aussi des jurés pour les cours d'assises. Passons à un troisième point, les juridictions administratives françaises. C'est un cas problématique, oui ou non? En fait, en France, il y a un juge administratif qui vient juger uniquement des relations entre les administrations, entre le pouvoir et les citoyens, les autres justiciables, ou entre les administrations, les entreprises publiques, entre elles. Ce ne sont pas les mêmes juges que lorsqu'il y a des procès, des problèmes, des litiges entre des entreprises privées et des citoyens, entre des citoyens entre eux, bref, entre des personnes qui ne font pas partie de l'État, de l'administration publique, des pouvoirs publics. Les juridictions administratives françaises, il y a eu une histoire. Pourquoi un juge administratif en France? On va revenir rapidement sur comment est-ce que c'est arrivé en France, comment est-ce que ça a été construit progressivement et que ça a évolué. Premièrement, il y avait les ministres juges avec la Révolution française. On va partir de la Révolution française, puisqu'avant, le droit était bien plus différent, puisqu'on était sous l'Ancien Régime. Il y avait notamment les juges qui héritaient de leur pouvoir. Là, avec la Révolution française, on n'oublie pas, entre 1790 et 1800, les juges sont élus, mais pas pour ce qui concerne les rapports entre l'administration et les administrés. On est sous le système du ministre-juge. Les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor en 3 le prévoient. Le ministre est chargé de juger des litiges, des problèmes entre son administration et les administrés. C'est le ministre qui est juge. Ensuite, les choses évoluent un peu. Avec la constitution de l'an 8, en 1799, Napoléon va créer le Conseil d'État et des conseils de préfecture départementaux avec la loi du 28 Pluviose en 8, donc en 1800. Ce conseil d'État, ces conseils de préfecture départementaux, ce sont des conseils, ils ont des avis, et ces avis ne sont pas contraignants, ils sont consultatifs. On est dans un système de justice retenue, on n'est plus seulement avec le ministre-juge, je dis plus seulement,
Le ministre juge existe toujours, mais il y a une justice retenue, puisqu'il y a des conseillers, un conseil d'État, des conseils de préfecture départementaux qui viennent conseiller les ministres et le chef de l'État qui décide, selon les cas, pour rendre justice pour ce qui concerne les relations entre l'administration et les administrés. Les choses vont encore évoluer, le Conseil d'État va commencer à prendre des décisions avec la loi du 24 mai 1872. Donc en 1872, on parle de justice déléguée, puisque en fait les conseils du Conseil d'État et des conseils de préfecture départementaux étaient en réalité plutôt suivis, assez souvent suivis par les ministres et le chef de l'État. On décide en France de faire confiance au Conseil d'État pour prendre des décisions, et il a un rôle de juge avec la loi du 24 mai 1872. La justice est déléguée par le pouvoir exécutif au Conseil d'État pour ce qui concerne toujours les relations entre les administrations et les administrés. On passe ensuite à quelque chose de plus fort avec l'arrêt Cadeau. Le Conseil d'État, en 1889, donc quelques années après, va décider de mettre fin au système du ministre-juge. C'est le Conseil d'État qui prend les décisions. Les ministres et le chef de l'État ne décident plus. On a en 1889 la première coupure entre ces juridictions administratives et le pouvoir exécutif, ce qui va progressivement conduire à une indépendance de plus en plus forte de cette branche administrative du pouvoir judiciaire de la justice en France. Ensuite, il y a donc eu les tribunaux administratifs qui sont apparus en 1953, et plus tard les cours administratifs d'appel en 1987. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de juges. Le Conseil d'État n'arrivait plus à gérer tout seul tous les litiges, tous les procès entre les administrations qui sont de plus en plus nombreuses avec l'accroissement de la population, avec l'accroissement du droit, l'inflation législative, avec le nombre d'administrations qui augmente. Bref, le pays a besoin de tribunaux administratifs de première instance, donc d'abord on passe par les tribunaux administratifs, ensuite selon les cas, on passe par la cour administrative d'appel et par le Conseil d'État. Tout ce qui ressemble au reste à la branche judiciaire de la justice en France, avec les tribunaux judiciaires, les cours d'appel et la cour de cassation au sommet. Ensuite viennent des décisions importantes du Conseil constitutionnel le 22 juillet 1980 et le 23 juillet 1987 qui vont donner une pleine valeur constitutionnelle à l'indépendance du Conseil d'État et de toute la branche administrative qui va devenir l'ordre administratif, cette notion d'ordre administratif lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. C'est inscrit dans la Constitution. Ensuite, il va y avoir d'autres décisions du Conseil constitutionnel qui vont acter cette création de l'ordre administratif, et on va parler dès lors d'un ordre judiciaire et d'un ordre administratif en France. Donc, voici un rapide historique, une rapide histoire de cette exception française que sont les juridictions administratives. Dans d'autres pays, je pense notamment aux pays anglo-saxons, il n'y a pas de juridiction à part pour régler les différends entre les administrations et les administrés. En France, si. Pour plein de raisons, on a considéré que l'administration ne devait pas être jugée comme un acteur ordinaire de la société, comme une entreprise, comme un citoyen. Il y a des règles différentes qui s'appliquent aux relations entre les pouvoirs publics, entre les administrations et les administrés. Il y a notamment une histoire de service public, tout ce qui est coercitif aussi, puisque les administrations peuvent prendre des arrêtés pour interdire des choses, pour restreindre des libertés de façon périodique. Donc ça répond aussi à un droit particulier, qui est une branche du droit administratif. Donc il y a le droit du service public, et il y a la police administrative. Donc, des questions se posent quant à cette juridiction administrative, quant à cet ordre administratif. On voit en fait que le pouvoir se juge lui-même. C'est-à-dire que, au début, c'était le ministre-juge, donc le ministre qui se jugeait lui-même, qui jugeait son administration pour ses éventuelles fautes. Ça garantit pas une impartialité, une indépendance entière. Et évidemment, ça ne permet pas un respect de l'état de droit. Donc, est-ce que, quand le pouvoir se juge lui-même, il y a atteinte à l'état de droit? Je pense que oui. Je pense que oui, et c'est pour ça que je n'étais pas au début, quand j'ai appris l'existence de ces juridictions administratives, je n'étais pas au début pleinement en accord avec ça, avec cette idée. Mais en faisant un peu de droit administratif, mon avis a changé, et en fait, on remarque qu'aujourd'hui, on va vers un ordre administratif de plus en plus indépendant. Et ma volonté, qui est la volonté de plusieurs personnes, je pense, dans ce pays, c'est que l'ordre administratif soit pleinement indépendant. Il y aura toujours, évidemment, une dimension politique, puisque le Conseil d'État a aussi une part conseiller, une casquette de conseiller du pouvoir exécutif. Mais
il faut essayer de garantir au maximum, de plus en plus, son indépendance. Même si l'ordre administratif doit toujours exister, parce qu'il y a des règles particulières, il y a des choses qui relèvent d'une justice spéciale. L'ordre administratif a un sens en soi. Il est vrai que l'administration n'a pas à être jugée comme une entreprise. Elle a des besoins, elle a des devoirs différents en matière de service public, elle a des pouvoirs de police administrative, des pouvoirs particuliers, qui nécessitent qu'il y ait un droit spécifique, un ordre administratif, en plus de l'ordre judiciaire. Donc, on va pouvoir passer à la conclusion de cet épisode qui était un peu technique, mais très intéressant je trouve, j'espère qu'il vous a intéressé aussi. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, les questions dans les commentaires, la discussion sur Discord, et vous pouvez aussi aller voir notre Instagram, vous trouverez pas d'informations complémentaires sur les épisodes, ou très peu, mais vous pouvez trouver d'autres choses intéressantes. Concluons. La désignation du pouvoir judiciaire. Qui doit disposer du pouvoir judiciaire? Eh bien, ce sont des juges professionnels. Selon moi, ce doit être des juges professionnels qui obtiennent leur pouvoir, leur fonction par concours. Mais, pour les postes les plus hauts, et aussi officiellement, ils sont nommés par un organe indépendant mixte, un tiers judiciaire, un tiers politique et un tiers populaire. Sauf pour les cours d'assises. Pour les cours d'assises, il y a des juges, bien sûr, mais il y a aussi un juré qui va venir décider, rendre la décision de justice. C'est un juré tiré au sort, en plus du juge. Pourquoi? Pour le consentement populaire, pour qu'il y ait des avis différents, et pour qu'il y ait une plus grande confiance des citoyens, de la population, envers ces juges, envers ces jugements-là, qui sont pour des infractions quand même assez graves. J'ai dit également que le pouvoir judiciaire était un pouvoir et non une autorité. Pour moi, il faut utiliser le terme de pouvoir judiciaire pour le mettre à égalité avec les deux autres pouvoirs, pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Pourquoi aussi? Parce que ce pouvoir judiciaire a une réelle compétence et un réel effet sur le droit, elle est justiciable, et qu'elle représente la nation dans sa volonté de conservation, de survie, de ne pas changer. Je renvoie bien sûr ici à son rôle de maintien de la paix sociale, de maintien de la société. L'ordre administratif, pour moi, doit toujours exister. Je ne suis pas pour qu'il disparaisse et qu'on ait qu'un seul ordre, qu'un seul pouvoir judiciaire. Non. Pour moi, l'ordre administratif doit toujours exister, il a un sens. Il obéit à des règles singulières, des règles spécifiques, et par contre, il doit devenir de plus en plus indépendant. Il est déjà bien indépendant, mais il y a encore des choses à faire, je pense, pour le rendre pleinement indépendant. On a donc abordé un peu cette idée de cette notion d'état de droit, mais dans cet épisode transparaît réellement cette question plus large de l'indépendance des juges, de leur impartialité et de l'état de droit, et ce sera la question qu'on se posera dans l'épisode prochain. Puisque oui, c'est ce qui nous a guidés, cette volonté d'avoir des juges impartiaux, des juges indépendants, c'est vraiment quelque chose d'important, et on va le détailler un peu plus dans l'épisode suivant, qui abordera cette question de l'indépendance des juges, et donc aussi celle de leur impartialité, et de l'état de droit. Merci encore à tous et tous d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez des questions dans les commentaires, sur Discord, n'hésitez pas à débattre, à dire si vous n'êtes pas d'accord, à expliquer pourquoi, à argumenter en toute politesse bien évidemment. C'était Elsker, merci encore, et à bientôt pour l'épisode 41 sur l'indépendance des juges.